Avec vous sur Sud Radio, heureuse de vous retrouver pour débattre et commenter l'actualité. On a aujourd'hui pour commenter, débattre Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault. Bonjour. Aurélien Véron, conseiller de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris. Je vais sortir de ma réserve, comme on dit, les journées de réserve. J'espère que Paris va changer parce que cette ville devient un enfer, franchement, sale, insécure. J'y travaille tous les jours. Franchement, bon, c'est pas... Pardon ? Il y avait des élections, je crois, Valérie, au mois de juin, je sais plus ce que ça donnait. Mais moi, j'habite pas Paris, donc je vis l'enfer de Paris en habitant en dehors de Paris. Donc c'est bien la problématique. Moi, personnage, je considère que c'est toujours la ville la plus Vous êtes candidate à la présidentielle, Valérie ? Voilà, non, à la mairie de Paris. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, bonjour. Bonjour. Et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour à vous. Non, mais ce sont des choses très factuelles. Je pense que c'est partout dans beaucoup de villes, mais les pissotières qu'on a payé 40 000 euros pour imaginer qu'on allait reconditionner l'urine en engrais, comment vous dire, ça c'est la Startup Nation. Voilà, c'est le progrès, c'est la technologie. Ça n'a pas fonctionné, mais je ne soutiens pas plus Olivier Véron, c'est juste un constat que nous faisons. Les lycéens favorables au port des signes religieux à l'école, on va en parler, ça tombe bien que vous soyez là, Frédéric Dabi. C'est un sondage IFOP assez étonnant tout de même, assez saisissant. Vaccination, alors on ne savait pas comment l'intituler, le chaos, le grand bazar, pour rester correct. Moi, je reçois des appels, des messages de toutes parts, de gens désespérés que leur mère, grand-mère ne puissent pas être vaccinés, de signalements entre guillemets de médecins qui ne veulent pas vacciner, de soignants qui ne veulent pas se faire vacciner. Bref, on va en reparler. Et puis, faut-il supprimer les remises de peine automatiques ? C'est ce qu'évoque le garde des Sceaux. Tour de table de ce qui a retenu votre attention. Patrick Vignal, on commence avec vous. Écoutez, moi, oui, j'ai eu le temps de lire le livre de Jean Viard, La page blanche. Oui. Je trouvais que c'était intéressant parce que c'est un sociologue qui pose des vrais débats, qui ne clive pas. Et vraiment, je vous encourage à le lire parce que ça donne de l'espoir pour cette grande nation qu'est la France. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que ça dit ? L'idée, c'est que voilà, il veut une France apaisée. On n'est pas sur des dogmes autoritaires. On prend en compte effectivement la santé des Français, la santé de la jeunesse. Vraiment, dans une période difficile, anxiogène, où moi je prends ma part, je trouve que c'est assez rafraîchissant. D'accord, donc Jean Viard, la page blanche. La page blanche. Kevin Bossuet, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre la haine, contre les journalistes et le populiste anti-journaliste. Samedi dernier, il y a un photojournaliste qui s'est fait agresser dans un quartier sensible de Reims. Ce photojournaliste circulait en voiture. Donc sur sa voiture, il y avait le nom de son journal, c'est l'Union. Dans sa voiture, il y avait tout son matériel. Donc il est fort à parier que s'il s'est fait agresser, c'est parce qu'il était journaliste. Et c'est vrai qu'on remarque de plus en plus des mauvais mots contre les journalistes, des agressions verbales contre les journalistes. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, on dit qu'ils manipulent l'opinion, on dit qu'ils sont vendus aux hommes politiques, aux multinationales. Enfin, c'est évidemment complètement ridicule et complètement aberrant. Et moi, j'aimerais dire que ces journalistes occupent un rôle important dans notre démocratie. Ils sont là pour donner de l'information, pour révéler des affaires qui nous permettent d'avancer tous démocratiquement. Et le fait qu'on s'en prenne à ces derniers, moi, je trouve ça infâme. Surtout que dans des dictatures, on tue des journalistes. L'année dernière, en 2020, il y a eu 50 journalistes qui sont morts parce qu'ils étaient journalistes. Et il y a dans le monde entre 250 et 400 journalistes qui sont emprisonnés, notamment en Chine, en Égypte, etc. Donc à un moment, bien sûr, il faut critiquer le travail des journalistes, c'est quelque chose qui est important, mais il faut le faire de manière intelligente, de manière pondérée, ne pas crier aux tous pourris, parce que ces journalistes occupent une place très importante dans notre démocratie. Oui, je pense que c'est journalistes, médecins, tout ce qui représente, bien sûr, enseignants, policiers, pompiers, ça rentre dans cette espèce de... Je sais pas, vous voulez commenter, Patrick Vignal ? Non, écoutez, je pense qu'effectivement, c'est très compliqué en ce moment dans certains quartiers de France, mais c'est les journalistes, c'est la police, c'est les médecins. Vous savez, je pense qu'on n'arrivera pas à régler ces problèmes qu'avec la sécurité, qu'avec la police. Moi, je plaide pour qu'il y ait dans ces territoires aussi des coordinateurs de territoire, des gens qui repèrent cette jeunesse très difficile, donc à la fois la répression pour ces voyous, mais à la fois préparer une société
où on remet de l'éducation. Écoutez, hier à Montpellier, un comité de quartier se réunit et 10 jeunes encagoulés veulent les encercler pour les empêcher de sortir. Cela, il n'y a pas de cadeau, mais après, il faut construire une société de médiation, une société différente. Sinon, on ira au chaos. Ouais. Aurélien Véron. Oui, on constate là, le fameux archipel français, avec des zones où les territoires sont tenus par un nouvel État, qui sont des bandes, qui sont des dealers, et qui s'approprient leur territoire, et qui gèrent aujourd'hui les vacances des enfants avec l'argent de la drogue, qui gèrent la sécurité, qui a le droit de rentrer, pas rentrer. Les pompiers se font caillasser. Pour les journalistes, je suis d'accord, c'est très inquiétant parce que un journaliste n'est pas neutre, mais il représente un pouvoir d'information et un pouvoir de dissécation, de dissèquement. Enfin, je serais corrigé par Kevin Bossuet, mais ils sont dans une observation, une analyse qui est absolument nécessaire et indispensable dans une démocratie qui fonctionne. Ouais. Et menacer les journalistes, c'est menacer aussi ce pouvoir d'observateur qui n'est pas totalement neutre, mais qui quand même est absolument vital si on veut continuer à avoir une information mélangée, contradictoire, mais qui permet de se faire une opinion. Bon, on a un auditeur qui nous dit, Cédric nous dit, Kevin, ridicule pour les journaleux, ils sont tous pourris. Bah oui, ils méritent de se faire taper dessus, c'est ça, Cédric? Précisez votre pensée. Les gens méritent de se faire taper dessus, qu'ils soient journalistes, pompiers, médecins, c'est voilà, tous pourris, bravo. On passe à Frédéric. Oui, alors moi je vais faire de la publicité à l'IFOP, pas à l'IFOP, mais plutôt un sondage qu'on vient de faire, le dernier IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio. C'est notre baromètre, Valérie, mensuel sur la popularité du président, du Premier ministre. Et c'est intéressant comme ce sondage vient en contrepoint ou en rupture avec tout ce qu'on a eu ces derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé au cours du week-end dernier? On a vu cette une de Libération entre un second tour Macron-Le Pen, que les électeurs de gauche ne voteraient pas pour Emmanuel Macron, qu'on ne leur referait plus les choses. Alors, c'était tout à fait légitime. On a dans nos enquêtes des électeurs de gauche qui agissent de la sorte, mais on a quand même, quand même dans ce sondage, d'une part, la une de Libé enjambe complètement le premier tour, comme si on était condamné à un second tour Macron-Le Pen. Vous vous rappelez du commentaire journalistique entre 1999 et 2002. C'était pendant 3 ans l'attente de la finale attendue. Jospin-Chirac, on sait comment ça s'est terminé. Et on voit dans ce dernier baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio que Emmanuel Macron est plus fort, a une cote d'approbation supérieure à gauche qu'à droite. Ça va complètement, ça fait voler en éclats toute cette théorie sur un Emmanuel Macron perdu pour la gauche. Bien sûr, il s'est déporté sur la droite. Bien sûr, il lui reste également ces macronistes de gauche qui ne voient pas d'alternative, qui ne voient pas de réceptacle à gauche crédible en dehors d'Emmanuel Macron. Et ce sondage montre aussi, parce qu'il n'est pas que bon pour Emmanuel Macron, qu'il se passe quelque chose dans le silence. Et ça fait le point avec ce que vient de dire Kevin Bossuet. C'est que du fait de l'insécurité grandissante, du fait de ce sentiment de perte d'autorité, Emmanuel Macron est en train de reculer très fortement à droite. Il a perdu chez les personnes âgées le mois dernier du fait des dysfonctionnements sur la vaccination. On va en parler tout à l'heure, Valérie. Et là, il perd à droite parce que, en dehors des sujets sur le Covid, le sujet dont les Français ont le plus parlé, et notamment à droite, notamment les personnes âgées, ce sont les RICS en Essonne avec le drame qui a causé la mort de 2 jeunes filles. Donc c'est intéressant de voir comment un simple sondage fait voler en éclats toute une doxa. Là, je critique les journalistes, mais bien sûr, c'est pas pour leur taper dessus. Toute une orientation éditoriale qui repose finalement sur pas grand-chose. Oui. Kevin. Non, mais Emmanuel Macron est en train de décevoir fortement la droite. La loi sur le séparatisme qui ne va évidemment pas assez loin, tous ses propos, notamment sur le contrôle aux faciès ou le fait qu'ils remettent en cause le travail de nos policiers, enfin tout ça fait qu'aujourd'hui, les électeurs de droite ne peuvent plus se reconnaître en Emmanuel Macron. Et moi, j'ai plein d'amis qui votent traditionnellement pour les Républicains, qui me disent qu'il y a un tel degré de violence dans cette société, un tel problème d'islamisation que désormais, ils veulent voter dès le premier tour pour Marine Le Pen, alors qu'ils ont voté pour François Fillon au premier tour, et puis après, ils ont fait barrage à Marine Le Pen il y a 4 ans. Donc, il y a une droitisation de la société française, et je dirais même une extrême droitisation de la société française. Et moi, j'ai bien peur, en effet, que Marine Le Pen ait de plus en plus de chances d'être élue en 2022. On va en reparler. Alors, mon auditeur, Cédric me répond, dit, vous mélangez les policiers, les pompiers, les médecins avec les journaleux. Bien vu, Valérie, comme si les journaleux étaient dignes d'être comparés à ces professions. Je ne les compare pas.
je juxtaposais et je vois pas en quoi un photographe qui va faire son métier, c'est-à-dire prendre des photos dans une circonstance particulière, mérite de se faire tabasser. Et c'est l'individu dont je parle et pas et je défends pas une corporation en particulier. On vient d'attaquer. Voilà, on vient d'attaquer les journalistes avec Frédéric Dabi. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec vous. Et puis, je vous lirai le coup de gueule d'une auditrice tout à l'heure. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Aurélien Véron, conseiller de Paris et porte-parole du groupe Changer Paris, et Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault. Merci d'être avec nous. On va revenir sur ce sondage IFOP, pas fiducial cette fois-ci. IFOP IFOP LICRA, les lycéens favorables au port des signes religieux à l'école. Vaccination, voilà, tout ce qui ne va pas, tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Et puis, faut-il supprimer les remises de peine? Je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter. Aurélien Véron, votre coup de gueule? Moi, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour la Haute Autorité de la Santé qui annonce très fièrement que les pharmaciens pourront enfin administrer le vaccin. Alors, je trouve que 6 mois après l'annonce des vaccins, d'avoir cette idée lumineuse, on comprend pourquoi le budget de la santé en France est aussi élevé et pourquoi nous avons une bureaucratie de la santé aussi performante qui a pris 6 mois pour imaginer que finalement, ça serait plus facile si on s'appuyait sur les acteurs de terrain de santé. Et plus sérieusement, je pense que s'il y avait des économies à faire dans le domaine de la santé et peut-être pour redistribuer des salaires un peu plus élevés aux médecins et au personnel soignant, ça serait de couper dans cette bureaucratie de la santé, malheureusement, une fois de plus, très inefficace dans le pilotage de cette pandémie. Chaque mois qui s'écoule, c'est une énorme souffrance sociale, humaine et économique pour tous les Français et notamment les étudiants pour lesquels j'ai une pensée. Le bout du tunnel, c'est la vaccination de masse. L'idée qu'on soit en mars et que depuis septembre-octobre, qu'on sait que les vaccins arrivent, il n'y ait rien de prévu, que 75% des vaccins AstraZeneca soient encore en stock et pas utilisés, ça me scandalise. Donc voilà, c'est une boutade, coup de cœur, coup de gueule. J'espère qu'on en sortira vite. Mais on va en reparler. J'ai beaucoup de réactions, effectivement, tous les jours, de gens. Hier, j'ai Marc qui nous dit ma mère a 92 ans, elle habite à côté de Fontainebleau, à Grès-sur-Loing, je cite la commune volontairement, elle a 92 ans, elle vit seule et elle a reçu sa convocation pour le vaccin le 10 mai. Non, mais le 10 mai, vous vous rendez compte, c'est pour les 40 ans de l'élection de François Mitterrand. C'est un bel anniversaire. J'ai plus la date exactement en tête, mais en gros, c'est en mai. Donc voilà, on va en reparler dans un instant. Moi, je voulais vous signaler la condamnation d'Assa Traoré, qui est une icône plutôt de la gauche. Elle a fait des unes de journaux, etc. Et elle a été hier condamnée pour atteinte à la présomption d'innocence. Elle avait nommément accusé 3 gendarmes qui ont interpellé son frère d'être responsable de sa mort. Elle l'avait diffusé sur les réseaux sociaux et donc le tribunal l'a condamné à verser 4 000 € à chacun des gendarmes qui avaient été diffamés. Donc voilà, je le signale également parce que on a beaucoup parlé d'elle dans un autre sens. Donc il est bien de régaliser les choses. Et puis on va se pencher sur ce sujet, mais c'est un coup de gueule d'une auditrice. Témoignage: je travaille et je touche moins de 900 € et avec la nouvelle gestion des APL depuis janvier, je paie 70 € de plus pour mon loyer chaque mois, ce qui est loin d'être anodin. Voisine à la retraite et une mamie de plus de 85 ans dont la situation n'a pas changé depuis des années a vu aussi ses APL diminuer. Les pauvres, du coup, aident à ce que l'État récupère l'argent ou aident les autres personnes qui ont connu l'année dernière du chômage. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est vrai que cette baisse des APL, vous êtes nombreux à nous en parler. On n'en parle pas beaucoup dans les médias. Et en plus, on nous prévient on nous prévient même pas. On le voit uniquement à la facture. C'est vrai que ça montre que bien sûr il y a ce contexte sanitaire où le Covid impose sa cadence, mais il y a des thématiques qui intéressent, qui inquiètent toujours les Français. Et le pouvoir d'achat en est une. Et on se souvient qu'un des premiers accros, si je puis dire, entre Emmanuel Macron et les Français au tout début de son mandat, c'était moins le clash avec le général de Villiers que la baisse de 5 €
euros des appels, qui avait été extrêmement mal vécu et qui avait, si je puis dire, installé le président Macron, non pas dans le président des riches, c'était plus Nicolas Sarkozy, mais un président peu soucieux des catégories populaires et des classes moyennes. Entre 50 et 300 euros de baisse, me dit Stéphane, et Michael me dit, et la prime d'activité, il faut faire les démarches. Donc je ne sais pas si ça compense exactement la perte. Oui, Patrick Vignal, peut-être que vous pouvez nous en dire plus. Bon, je pense que la baisse des appels de 5 euros, c'était simplement mesquin. Après, c'est vrai, quand on regarde aussi, que j'ai reçu hier encore dans ma permanence, la prime d'activité est importante. Si vous voulez, l'arrêt des taxes d'habitation. Donc, je pense qu'en fait, sur ce quinquennat, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais qui n'ont été mal dites ou mal relayées. Et c'est le problème aujourd'hui de notre majorité. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Frédéric Dabi sur le sondage. Oui. On battra le Front National en étant sur le terrain, en s'occupant de la sécurité, en s'occupant de la vraie vie des gens et pas en ayant la lune de Libé qui nous dit que les électeurs de gauche sont partis ou l'excellent institut de sondage de Frédéric qui nous dit que la gauche nous aime et la droite nous quitte. Vous savez, c'est un problème français ça. Occupons-nous de la vraie vie et des vrais gens et on fera reculer le Front National. Oui, enfin, ça concerne les vrais gens aussi, non? Les sondages, vous interrogez des vrais gens? Oui, je le pense, avec des bras des gens. Oui, non, mais on est d'accord. On est d'accord, Frédéric. Ce que je veux dire, c'est que moi, je veux plus qu'on crie au loup. Oui, le match aussi sur le commentaire. Macron et Marine Le Pen, ils n'intéressent pas. Marine Le Pen, c'est le chaos. Mais qu'est-ce qu'on fait pour récupérer une grande partie des électeurs de Marine Le Pen qui sont désabusés avec le tous pourri? C'est une grande partie comme ça. Et cela, il faut les reconquérir au bas des immeubles et dans les villages, notamment les territoires ruraux. Je sais de quoi je parle. Vous savez que dans ma région, le Front National est très, très présent. Oui. Non, mais moi, je ne comprends pas ce commentaire. Déjà, les vrais gens, ça veut dire qu'il y a des faux gens. Enfin, je ne comprends pas très bien. Et puis, de manière générale, on battra le Rassemblement national à partir du moment où on s'emparera des sujets qui intéressent les Français. Le problème de l'islamisation massive, le problème de l'immigration, les problèmes d'insécurité. C'est en traitant ces sujets à la racine qu'on arrivera à résoudre ces problèmes et à éviter que les électeurs aillent sur Marine Le Pen. Et quand j'entends la gauche, on n'est pas du tout là-dessus. Ils sont encore dans cette culture de l'excuse. Ils sont encore en train de nous dire que finalement, ces pauvres musulmans... Pas toute la gauche, il y a quand même des une gauches partie de la gauche quand même. Mais en tout cas, le discours est de plus en plus déconnecté par rapport à ce que vivent les gens. Et c'est pour ça que la gauche, aujourd'hui, est morte dans notre pays. Oui, alors allez-y, répondez. Monsieur, quand je parle des vrais gens, ce sont les gens des territoires ruraux, cette France d'en bas, cette France qui est fracturée entre les mégapoles et les territoires ruraux. C'est pour ça que je parle de vrais gens, parce que souvent, et regardez d'ailleurs l'électorat d'Emmanuel Macron, au début, c'était principalement les métropoles. Mais il y a la vraie France qui est fracturée, qui n'a plus de commerce de proximité, qui n'a plus de service public, qui n'a plus de transport. C'est ceux-là aussi qui votent au Front National parce qu'ils sont en colère. Donc c'est pour ça que les vrais gens, ce sont ces gens aussi qui ont besoin d'être écoutés. Après, moi, j'ai pas de débat et pas de dogme sur la sécurité et l'immigration, mais n'allons pas chasser sur les terres du Front National, ne faisons pas les poches. On a un projet pour la France. Oui, c'est cela qu'il faut porter. Oui, enfin, il y a peut-être une limite entre les deux, non? On est d'accord. Aurélien Vermont, mais un mot sur lutter contre le Front National ne fait pas un programme. Et quand j'entends des candidats encore s'abriter derrière cet alibi de lutter contre le Front National, je suis désespéré parce que ce qui fera, et je pense que la droite aujourd'hui n'est pas en lice parce qu'elle n'a pas encore choisi son candidat. Attendons de voir le jour où la droite aura un candidat et une dynamique derrière un projet. Mais c'est un projet qui conquiert les Français. C'est un projet qui répond à leurs attentes d'emploi. L'économie est en crise et va être de plus en plus dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Donc, quelles sont les réponses économiques? Quelles sont les réponses sociales? Les réponses pour les étudiants? C'est un projet d'ensemble et un cap pour la société qui peut séduire les Français. Pas de dire « je lutte contre le Front National », ça ne marche pas. Donc, aujourd'hui, la priorité pour la droite, c'est d'avoir un candidat qui tienne la route avec un vrai projet, avec une équipe qui rassure les Français, leur donne envie de voter à droite. Je rappelle que cette droite... Aujourd'hui, elle était dézinguée en 2017 par des questions judiciaires, je ne vais pas revenir dessus, mais on sait que la droite aurait pu gagner en 2017, que les Français aujourd'hui ont une attente de réforme. Les Français ont une attente de réforme ambitieuse sur les questions de séparatisme, sur les questions économiques, de réforme de l'État. Emmanuel Macron n'a pas satisfait ses attentes et je trouve très fragilisé par cette crise et son absence de volontarisme sur ces questions-là. Il n'a pas réformé l'État depuis son arrivée. La dépense publique est cauchemardesque pour des résultats qui sont, on le voit pour la crise sanitaire, dramatique. Le séparatisme conquérant, malheureusement, continue à progresser. Il ne sait pas quoi faire face à ça.
Donc aujourd'hui, il y a une attente très forte d'une candidature qui va prendre forme dans les mois qui viennent. Comme le rappelait Frédéric Dabi, l'élection présidentielle, c'est dans un peu plus d'un an. 14 mois. 14 mois. Et je vous rappelais tout à l'heure qu'il y a encore 13 ou 14 mois avant la présidentielle de 2017, dans les enquêtes d'intention de vote, Emmanuel Macron n'était même pas testé. Oui. Tout ça doit nous inciter. Une dynamique politique, ça va très très vite. Exactement. Et on l'a bien vu pour la primaire en faveur de François Fillon et pendant la présidentielle, où François Fillon, et je corrige ce que vous dites, monsieur, avait baissé dans les enquêtes fortement avant la révélation des affaires touchant sa femme, même si, bien sûr, ça a fortement pollué sa campagne et son rapport aux Français. Et beaucoup d'auditeurs vous demandent, mais je ne vous demande pas de répondre, Patrick Vignal, c'est quel est le projet de La République En Marche pour l'école, pour les hôpitaux, pour les salariés, pour les entreprises qui ferment après avoir touché des millions, bon, ça c'est... Et pour l'évasion fiscale. Donc c'est vrai que le programme de La République En Marche, il est visiblement de moins en moins lisible le programme, pour les Français. Ça sera quand même le bilan d'Emmanuel Macron. Et là, je veux reprendre ce qu'a dit monsieur Vignal. Il a raison, il y a des choses qui ont été faites pour le pouvoir d'achat qui n'avaient pas été faites par le passé, notamment la baisse des cotisations qui a été que partiellement compensée par la hausse de la CSG. Chaque salarié, objectivement, gagne un petit peu plus aujourd'hui qu'il gagnait il y a encore 2-3 ans. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, au-delà de ces mesures éparses, manque peut-être une vision d'ensemble pour, et ça sera l'enjeu pour Emmanuel Macron, montrer que son quinquennat a été utile et que la France a progressé, sans parler du Covid qui place son bilan dans une grande difficulté. Absolument. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de ce sondage IFOP pour la LICRA et la revue universaliste Le Droit de Vivre, sondage qui dévoile un fossé entre la conception des adolescents et celle de leurs aînés sur la place de la religion dans la sphère scolaire. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On commente l'actualité. L'actualité, c'est ce sondage IFOP qui révèle donc, Frédéric Dabi, je vais vous laisser nous en donner les grandes lignes, que les lycéens sont quand même majoritairement favorables au port des signes religieux ostensibles dans le milieu scolaire, en particulier pour les parents d'élèves accompagnant les sorties scolaires. Moi, j'ai vu d'ailleurs l'autre jour une dame dans la rue qui ressemblait plus à Belphégor qu'à autre chose. Elle avait un grand voile jusqu'en bas des pieds, un masque sur le visage et un voile sur la tête. Et on ne voyait que les yeux et elle accompagnait des petits-enfants. Donc, visiblement, c'est un arrangement pour chacun des enseignants. Alors, que dit ce sondage, Frédéric Dabi ? Il est assez long à détailler, mais moi, il y a deux choses qui me frappent. C'est à quel point les lycéens en France sont en décalage avec l'ensemble des Français sur leur définition de la laïcité. Ils sont sur une laïcité minimaliste, neutre, et donc autant pour les Français quand on les interroge, la laïcité, c'est d'abord faire reculer l'influence des religions dans notre société. Chez les lycéens, c'est mettre les religions à égalité, et dans ce cadre, il y a une relecture des lois laïques comme des lois islamophobes pour 4 lycéens sur 10 et une majorité de lycéens de confession musulmane. Et deuxièmement, et je pense que Kevin Bossuet qui est sur le terrain pourra le confirmer ou pas, il y a tout se focalise sur la question du droit au blasphème. On a 52% des lycéens qui refusent le droit au blasphème, et il y a une sorte de confusion où pour eux, pour une majorité d'entre eux, pour 88% des lycéens de confession musulmane, mais pas que, c'est pas qu'une affaire musulman-non musulman, l'idée que toute critique vis-à-vis d'un principe, d'un dogme religieux, est vue comme une insulte, comme une offense, voire comme un crime. L'affaire Samuel Paty date d'il y a maintenant 5 mois, vis-à-vis des croyants, ce qui explique qu'il n'y ait que 61%, c'est une majorité, bien sûr, qui considère que Samuel Paty a eu raison de faire ce qu'il a fait. Enfin, 61%, c'est... Voilà, on n'est pas sur une logique électorale où quand ça dépasse 50, tout va bien. 61%, ça veut dire 4 lycéens sur 10 qui ont dit soit non, soit refus de se prononcer. Il n'y en a que 17% qui ont dit qu'il avait eu tort. Donc c'est cette question du principe du blasphème qui est mal perçu dans un contexte d'affaire-Mila, dans un contexte où toute critique vis-à-vis d'un dogme est vue comme une forme d'irrespect envers les croyants. C'est là qu'il y a vraiment un point de fixation, même si tout n'est pas noir dans ce sondage, si je puis dire. On a une majorité très forte des lycéens qui veulent en apprendre plus, qui veulent en savoir plus sur ce que c'est que la laïcité. Oui, Kevin, votre expérience, je rappelle que vous êtes enseignant. Oui, moi ce sondage ne m'a absolument pas étonné, puisqu'en effet c'est ce qu'on vit sur le terrain. Et moi ce qui m'a d'emblée marqué, c'est cette fracture entre les différentes France. On voit bien la différence qu'il y a entre les lycéens qui se disent juifs et catholiques et les lycéens qui se disent musulmans. On voit bien également cette fracture entre les centres-villes et puis les établissements classés REP. Donc on voit bien qu'il y a différentes France qui n'arrivent plus à cohabiter, qui ne partagent plus les mêmes
mêmes valeurs. Et après, sur le terrain, on voit en effet, déjà le rapport Aubin en 2004 parlait déjà d'une contre-société musulmane, en effet, d'une partie des musulmans qui ne partagent pas les mêmes valeurs avec la République. Il y a un sondage qui était sorti au mois de septembre dernier qui montrait que 74% des musulmans de moins de 25 ans considéraient que les lois de Dieu étaient supérieures aux lois de la République. Voilà. Et finalement, quand on voit ce sondage, par exemple sur Samuel Paty, moi c'est un chiffre qui m'a quand même beaucoup interloqué, c'est-à-dire qu'il y a 48% des lycéens musulmans qui disent qu'il a eu tort de faire ce qu'il a fait, et ils sont 25% à pas vouloir s'exprimer. Donc finalement, on retrouve exactement le même chiffre. Donc il y a bien une partie de nos compatriotes qui refusent de vivre en fonction des valeurs de la République, et ça s'explique aussi par un abandon de l'école. Je veux dire, il y a l'idéologie qui est rentrée aussi au sein de l'école de la République, où finalement on a privilégié l'individualisme à outrance, on a essayé de créer des victimes. Là, il aurait fallu créer une forme de cohésion nationale et un amour autour des valeurs patriotiques et des valeurs de la République. Et en plus, cela est accompagné par une bonne partie des enseignants qui sont dans l'idéologie, qui sont toujours dans la culture de l'excuse, qui, au lieu de défendre les valeurs de la République, défendent finalement leurs petites valeurs de gauche. Et autre chose aussi qui est marquant quand on voit ces jeunes, c'est la montée du conservatisme, que ça soit chez les catholiques, chez les juifs ou encore chez les musulmans, où en effet, on voit qu'ils sont beaucoup plus attachés à la famille traditionnelle. Il veut un retour aux valeurs un peu plus conservatrices. Même l'âge au premier rapport sexuel est en train de reculer pour la première fois. Donc je pense qu'il y a à la fois un conflit générationnel et un conflit entre les différentes parties de notre territoire. Oui, Patrick Vignal. Écoutez, moi je partage l'analyse de Kevin et de Frédéric. J'avais fait une étude avec le Club de la Presse sur l'Occitanie. J'étais allé dans les collèges et les lycées et j'avais été stupéfait des réactions vis-à-vis de la religion de nos jeunes collégiens et lycéens. Il n'y a plus d'esprit critique, de réflexion sur la société, et surtout, il y a un entre-soi de religion, et c'est vrai que ça m'avait assez marqué, et je n'ai pas la solution, la réponse, mais c'est vrai qu'aussi, il faut continuer à mettre des moyens pour les enseignants, et il faut qu'une partie aussi des enseignants de gauche aussi ouvre aussi, et réfléchissent aussi effectivement à la relation. Mais vous savez, aujourd'hui, être enseignant, quand vous sortez de l'école, que vous êtes dans une banlieue difficile, sans expérience, c'est très compliqué d'enseigner. Donc, il ne faut pas qu'on mette aussi la faute que sur les enseignants. C'est un vrai problème de société. Vous avez parlé, Kevin, des quartiers populaires, des quartiers où on ne peut plus rentrer. Donc, ça veut dire que ce n'est pas que l'enseignement, c'est la famille, c'est la sphère politique, c'est l'aménagement du territoire. Ouais. Parce qu'il y a plein de villes chez moi où on a mis des gens dans l'entre-soi des pauvres, l'entre-soi des riches. C'est quand qu'on va inventer du buzzing, c'est quand qu'on va mélanger nos gamins. Ils ne se mélangent pas, on gardera toujours des castes gamins. Et enfin, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je vois des gens, moi, sur des sites qui se marient avec un juif parce qu'ils sont juifs, avec un musulman parce qu'ils sont musulmans, ou un catholique. Enfin, on est en train, en fait, d'avoir une société qui est complètement morcelée, et ça m'inquiète. Et je n'ai pas la solution, elle n'est pas que politique. Oui. Aurélien Véron. Écoutez, on retrouve dans les lycées ce qui se passe dans la société. Quand des partis de gauche essentialisent les individus en fonction de leur religion, de leur ethnie, de leur couleur de peau, veulent pas que les mâles blancs discutent avec des femmes noires, etc. Vous retrouvez dans le lycée, chez nos enfants, évidemment, ce débat amplifié. Alors moi, je constate que d'abord que dans les témoignages de nombreux enseignants qui ont été exprimés par la presse de gauche comme de droite, donc il n'y a pas de clivage idéologique, l'autorité administrative de soutien aux enseignants s'est affaiblie. Les enseignants sont de plus en plus isolés face à des élèves revendicatifs, et les enseignants n'osent de moins en moins faire ce que Samuel Paty a fait. Alors, donc il y a un affaiblissement de l'enseignant face à des enfants qui sont quand même dans des parfois un rapport de force avec l'enseignant, et l'enseignant préfère faire profil bas. La deuxième chose, c'est que dans ce débat sur la laïcité, sur le droit au blasphème, il y a, à mon sens, le devoir de respect des enfants quand même. Je suis un inconditionnel du droit au blasphème. C'est un droit français on ne touchera pas, j'espère, dans les années qui viennent. Il est fondamental. En revanche, le droit au blasphème ne veut pas dire l'obligation de blasphémer devant tous les publics. Moi, j'ai grandi avec Harakiri, Charlie Hebdo, Wolinski, Rezer. Je n'ai pas imposé à mes proches et aux gens autour de moi les dessins de Rezer qui étaient très outranciers. Donc, je crois que dire aux enfants que le droit de blasphémer est un droit fondamental auquel on ne va pas toucher, ça ne veut pas dire qu'il faut leur montrer des images qui peuvent les choquer, ou en tout cas leurs parents. Et donc, il faut trouver un juste milieu où le droit ne veut pas dire être obligé de subir. Le droit, c'est de pouvoir le faire. Personne n'est obligé d'acheter Charlie Hebdo, heureusement. Mais Charlie Hebdo est un journal magnifique qu'il faut préserver.
personne n'est obligé de voir des caricatures choquantes avec des plugs anal. C'est pas une obligation de montrer aux enfants ou à des adultes d'ailleurs des objets non consentants. Les catholiques, on l'entend, été humiliés de manière très excessive. On leur a imposé des expositions déjà. Ils ont réagi à moins de violence parce que je pense que la laïcité est plus acquise chez les chrétiens, comme Kevin Bossuet l'a fait remarquer. Juifs et chrétiens ne réagissent pas. C'est pas forcément le cas. Hein. Il y a la tradition de blasphème est beaucoup plus tolérée chez les chrétiens et les juifs, même s'il y a des revendications régulières. C'est ce qui ressort de votre sondage. On le voit auprès du grand public, on le voit selon la religion. Donc il faut quand même avoir en tête que le droit au blasphème veut aussi dire qu'il faut avoir le respect des enfants, le respect de la société, et qu'on ne peut pas toujours agresser tout le monde en disant que c'est un droit. On a le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit d'agresser non plus. Et puis il y a un sentiment effectivement de déliquescence des valeurs qu'on retrouve dans le débat politique. Moi, quand j'entends l'extrême gauche défendre des clans religieux, des clans ethniques qui enfreignent la loi, qui appellent à taper sur les flics, qui comparent la police à Vichy, comment voulez-vous que les enfants s'y retrouvent ? Il y a un moment où ce qui se passe dans le débat politique se retrouve forcément dans le chaudron républicain qui fabrique des citoyens de demain. Oui. C'est inquiétant que la majorité pense ça aujourd'hui dans le lycée, c'est très inquiétant. Oui, je vous lis deux messages. Michael nous dit on paie des impôts pour que les enseignants apprennent à nos enfants l'histoire, lire, écrire, compter, pas pour faire l'histoire des religieux, donc d'ailleurs ils sont incompétents. Alors attendez, je demandais au prof d'histoire ce qu'il en pense, parce que effectivement, l'école, normalement, on est là pour apprendre à lire, à écrire, à compter, pour connaître l'histoire, la littérature, les mathématiques. Donc quel est le rôle de l'histoire, de l'enseignement là-dedans ? Alors, la première chose, c'est pas un problème de budget. Le problème qu'on a au sein de nos classes, c'est pas un problème budgétaire, c'est un problème de valeur. C'est-à-dire qu'on a une institution, en effet, qui ferme les yeux sur les problèmes du communautarisme et sur les problèmes de l'islamisme, même si c'est de moins en moins le cas au vu des affaires récentes. Je pense à Didier Lemaire ou je pense à Samuel Paty. Et aussi, ce qui est important, si vous voulez, de signaler, c'est il y a un problème aujourd'hui de recrutement chez les enseignants. Forcément, quand vous payez des gens au rabais, vous n'avez pas forcément les meilleurs qui se décident à devenir enseignants. Donc on se retrouve parfois avec des jeunes collègues qui ne savent même pas ce que c'est que la laïcité, qui ne savent même pas ce que c'est que la République, et forcément, ils sont incapables, évidemment, de les enseigner. Et puis de manière plus générale, c'est l'idéologie de mai 68 qui a ravagé l'école de la République, en faisant en sorte que finalement, l'élève n'était plus face à un professeur qu'il devait respecter, mais était au centre des savoirs et devait construire lui-même ses propres savoirs. On a détruit toute l'autorité que les élèves avaient vis-à-vis des enseignants. Et puis il y a eu cette révolution 68arde au sein des programmes scolaires, finalement, où ce n'est plus très important d'apprendre à lire, à compter, à écrire, mais on nous embête maintenant avec le développement durable, avec la lutte contre le racisme, la lutte contre l'homophobie. Ce sont des choses qui sont très bien, mais avant de faire cela, il faut apprendre à lire, compter, à respecter autrui. C'est des choses qui sont fondamentales. Donc il faut revoir nos programmes scolaires, parce que même moi, je prêche pour ma paroisse, les programmes en histoire-géographie, on n'apprend plus cet amour de la France, on n'apprend plus cet amour de la République, mais on essaye finalement de répondre aux demandes de la société, aux demandes corporatistes, et ça n'a ni queue ni tête. C'est vrai que le jour, je vous ai fait rigoler en vous demandant si on faisait encore des cartes de géographie avec les fleuves, les affluents, la sidérurgie, ça n'existe plus. Ah non, on ne fait plus ça, c'est même interdit. Moi, j'ai une collègue de français, prof de français qui s'est fait inspecter, elle s'est fait taper sur les doigts parce qu'elle faisait encore des dictées. Voilà où on en est. L'idéologie a complètement contaminé le système éducatif français. Non, mais Kevin a réussi à me déprimer, c'est bien. on va marquer une pause. À tout de suite avec vous sur Sud Radio, et on parle histoire pendant les pubs avec Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Aurélien Véron, conseiller de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris, et Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault. J'avais vraiment deux petites remarques. J'ai écouté sur une autre radio de qualité comme Sud Radio lundi monsieur Aubin qui était interrogé sur la question laïque, et il disait qu'il n'y avait qu'un professeur sur 10 qui avait suivi une formation spécifique, et que c'était quand même maintenant, ça commençait à entrer en vigueur pour les professeurs les plus jeunes. Mais c'est là où vraiment il y a le sentiment d'être désemparé quand des enseignants sont confrontés à des élèves qui ne voient pas le mal partout, mais qui délégitiment un enseignement, une affirmation, et c'est ça qui est extrêmement compliqué. Et on a fait récemment une enquête pour Charlie Hebdo, où on voyait qu'un enseignant sur deux, c'était déjà
censuré ou auto-censuré sur un sujet parce qu'il craignait que cela fasse des remous dans sa classe. C'est ça aussi le problème, c'est que l'école comme sanctuaire qu'on a connu par le passé, c'est complètement fini. J'avais fait un coup de gueule il y a une quinzaine de jours sur le maire de Trappes, le futur ancien maire de Trappes, qui avait distribué des tracts politiques dans l'enceinte, ce qui est absolument innommable. Oui, alors, qui veut répondre moi. Patrick Vignal. Mais de toute façon, ça fait 30 ans qu'il y a de la lâcheté sur les services publics. Je parle des enseignants, je pourrais parler aussi des hôpitaux. Le vrai débat, c'est qu'en fait, on a des jeunes qui sortent avec un master, ils se retrouvent en région parisienne, ce que disait Kevin, pour 1 400 € par mois, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas accompagnés. Et souvent, et c'est vrai, l'inspection académique a du mal, effectivement, et met la poussière sous le tapis. Mais ce n'est pas qu'un débat dans le lycée, c'est un débat de société, c'est un débat de la famille. Vous vous rendez compte, dans certains territoires, les policiers ne rentrent pas, ou ils rentrent juste pour interpeller, ils ressortent. Il faut reconquérir les territoires. Et donc le vrai débat, en fait, il n'est pas sur le curseur de l'immigration, parce que là on se trompe. Il est comment on fait société. Et je vais vous dire, ce qui m'a marqué le plus, moi, j'ai des collègues politiques qui m'expliquaient, de droite et de gauche, au second tour, ils se retrouvaient contre un candidat du Front National. Donc ils disaient, je vais être réélu. C'est pour ça que si on veut changer la France, c'est avec un vrai projet, un projet de la place des jeunes, mais avec pas la main qui tremble non plus. Moi, j'ai pas honte de le dire, il y a des territoires à Montpellier, on ne peut plus rentrer. Ce n'est pas acceptable, ça. Et vous demandez à l'enseignant d'être assistant social, policier, remplacer les parents. Il ne peut pas tout faire, l'enseignant. Et un dernier mot quand même, pour ne pas devenir dépressif. Il y a aussi de l'énergie dans ces quartiers. Il y a des enseignants qui se battent aussi. Je crois que c'est important à dire, parce qu'il y a vraiment des enseignants pour un peu plus que le SMIC qui passent du temps. Et un dernier point encore, oui, moi j'aimerais qu'on retrouve l'instruction civique. Moi j'aimerais qu'on refasse des dictées. Moi j'aimerais qu'on apprenne à lire, à écrire, à compter et surtout à réfléchir et avoir un esprit critique. Donc, ça, on a une petite partie de gens qui nous pourrissent ces territoires. Et cela, il ne faut pas qu'il y ait de cadeaux. Cela, ce n'est pas des rappels à la loi. Cela, il faut qu'on soit ferme. Mais Kevin est en Seine-Saint-Denis. Il aime ses élèves. On en a parlé plusieurs fois. Et je suis convaincu. Et si je parle autant, c'est justement pour eux. C'est parce que je n'accepte pas qu'on ne puisse pas enseigner la même chose en Seine-Saint-Denis que dans le 16e arrondissement à Paris. Alors, je vous entendais, Patrick Vignal. On fait globalement le même constat. Mais vous proposez quoi, en fait? Parce que La République En Marche est toujours à côté du sujet. Est au pouvoir. Très franchement, cher monsieur, je pense qu'on a commencé à dédoubler les classes en primaire, parce que d'accord et moi, ça se joue déjà en primaire. On a augmenté les enseignants, mais vous savez, en fait, j'ai pas honte de le dire, on part de très loin. Les services publics en France, ça fait 30 ans qu'il y a de la lâcheté. Et c'est ça qu'il faut résoudre. Et moi, j'ai pas honte de le dire. Vous parlez d'évasion fiscale, 40, 60 ou 80 milliards. Il faut aller chercher cet argent. Il faut accompagner les services publics. Vous trouvez normal qu'un aide-soignant, aujourd'hui, c'est 1 400 €? Donc, il y a un besoin de revaloriser les services publics. Il y a un besoin de retrouver de l'État. Vous vous rendez compte que les jeunes de policiers, l'État est partout, ne dites pas ça. Ils se retrouvent en région parisienne pour 1 400 € par mois. Il faut remettre de l'autorité, mais d'une manière intelligente. Bah oui, mais une fois qu'on a dit ça, du PIB. L'État, c'est 63% du PIB. On ne peut pas aller plus haut. La question, c'est pas les ressources dans leur ensemble. L'enjeu, c'est comment on met les ressources dans les bonnes poches et pas dans les mauvais bureaux. Aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est aussi une énorme administration pléthorique qui ponctionne des ressources considérables et qui lâche les Samuel Paty quand ils sont en difficulté, qui ne lève pas le niveau des enseignants, qui ne favorise pas ce travail du chaudron républicain qu'est l'école. On dévie un petit peu du sujet. Je voulais lire le tweet de Laurence qui dit d'ailleurs qu'est-ce qui a été fait pour le professeur Paty à part une marche blanche et un nom de rue, et même ça a été compliqué parfois. Et c'est vrai qu'on est aussi sur des yaka faucons et qu'une fois que les choses sont passées, on dévie un petit peu. Est-ce que c'est la responsabilité? Vous avez interrogé des collégiens avec l'IFOP, mais est-ce que c'est des lycéens? Est-ce que la raison de cette montée, ou de cette différence d'opinion, elle est imputable à l'école? Non, parce que l'école est de plus en plus dans la cité. C'est un constat général. C'est d'abord une défiance vis-à-vis de l'autorité politique. N'oublions pas, on parlait de Marine Le Pen.
une des forces de Marine Le Pen de plus en plus, c'est que beaucoup de Français, de gauche comme de droite, nous disent dans nos enquêtes, le quinquennat Hollande a été raté, celui de Nicolas Sarkozy nous a beaucoup déçus, Emmanuel Macron, je ne suis pas complètement content, c'est cette capacité à être une alternative, c'est la perte d'autorité. Et au début de notre échange, Valérie, tout se tient. Quand on a parlé de la délinquance, quand on a parlé du fait que vous parliez tout à l'heure, Kevin Bossuet, d'un journaliste de l'Union de Reims qui a été caillassé, ce qui a beaucoup frappé les Français dans notre enquête à la rentrée, où on a vu l'insécurité devenir un des premiers enjeux qui n'avait pas été aussi haut depuis mars 2002. C'est pas une date, c'est quelques semaines avant le 21 avril. C'est le sentiment dans nos qualitatifs, nos enquêtes où les Français s'expriment spontanément, que l'insécurité touche des personnes qui ont autorité, qui normalement devraient être intouchables. Protégé. Un enseignant, un pompier, un policier, un conducteur de tramway. Rappelez-vous l'affaire de Bayonne qui a quand même beaucoup marqué les Français. C'est ça, c'est un tout. Et donc les lycéens perdent beaucoup de repères dans ce cadre-là, mais je le répète, beaucoup d'entre eux veulent en savoir plus sur ce qu'est la laïcité. Et faute de référent, chacun plaque une définition qui est vraie pour beaucoup d'entre eux et proche d'une définition empreinte de religiosité. Oui, et je pense aussi qu'il faut renouer avec notre modèle assimilationniste, parce que quand on enseigne dans les banlieues, on se rend compte que finalement, les élèves ne se sentent pas français. Moi, ce qui m'a le plus marqué pendant l'affaire Samuel Paty, la décapitation de ce professeur, c'est que finalement, les élèves étaient complètement indifférents, ils s'en fichaient, pour eux, ça ne les concernait pas. Et parce que ces gens-là ne se sentent pas tout, une grande partie quand même des élèves, parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Pour eux, c'est un fait divers comme un autre, voire on instrumentalise ces faits divers pour leur taper encore dessus. Donc il y a une forme, si vous voulez, d'incompréhension. Donc faut revenir à l'assimilation, insister davantage sur nos points commun plutôt qu'exalter nos différences, parce que c'est à partir du moment où on s'est mis à voir les Français comme des musulmans, des chrétiens, des juifs, des catholiques, que finalement on a perdu ce qui nous rassemblait tous, la République et les valeurs françaises. Oui, allez, on va marquer une petite pause, on va se retrouver dans un instant, on va changer de sujet, parler de la vaccination, la France qui a ouvert la vaccination aux 65-74 ans, avec cette petite anecdote que me racontait Xavier, notre auditeur, hier, où son médecin n'a pas voulu commander de vaccin parce que c'était trop compliqué pour lui. Lui recommande d'aller se faire vacciner dans un centre. Il y a de la place, sauf que Doctolib n'a pas mis le logiciel à jour, donc il n'a pas pu s'inscrire. Voilà, une péripétie parmi d'autres. À tout de suite et appelez-nous pour nous raconter où vous en êtes, si vous vous faites vacciner, si vous avez réussi à le faire. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, avec Kevin Bossuet, avec Frédéric Dabi, Aurélien Véron et Patrick Vignal. Un message d'un enseignant qui me dit je suis prof dans un lycée, j'ai voulu enseigner la Shoah, enfin c'est au programme la Shoah, vous me le confirmez. Oui. Je n'ai pas pu aller au bout parce que les élèves m'ont fait la misère en gros, et surtout un collègue musulman m'a demandé si j'étais juif parce que j'avais décidé d'enseigner la Shoah. Donc voilà, témoignage très concret. Quoi d'autre? On a un auditeur en ligne avec nous, c'est, je ne sais pas son nom. Bonjour. Pardon? Paul du Lot-et-Garonne. Paul, bonjour Paul. Alors, bonjour Valérie, bonjour à tous. Alors, vous vouliez dire un petit mot peut-être à Patrick Vignal, puis après on va parler de la vaccination. Je ne sais pas s'il n'a pas honte. Je voudrais savoir si cet homme n'a pas honte. Parce qu'aujourd'hui, Macron, c'est le président de la communication. Seulement, on voit dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où la France a progressé. Pour les vaccins, on n'en a pas trouvé. On est les dernières vaccinations des pays les plus développés. On a la dette la plus haute de l'UE. On a le taux de suicide chez les agriculteurs, c'est 2 par jour. Italie. À votre place, monsieur Vignal, je vais me cacher. Parce que Macron, il n'y a que de la communication. Vous savez ce qui va se passer? Si jamais il n'y a pas de candidat à droite aujourd'hui, Marine Le Pen va être élue à l'insu de son plein gré. Voilà ce qui va se passer. Et tout le monde va pleurer. À un moment donné, il faut faire les constats. Derrière Hollande, Macron ne peut pas se dédouaner. Il était au pouvoir depuis 2012, Macron. Il connaît les dossiers. D'ailleurs, vous êtes socialiste. À un moment donné, il faut arrêter le déni, il faut arrêter les mensonges. Il faut faire amende honorable. Et c'est pas maintenant que vous allez faire le constat. En arrivant, vous avez fait que des conneries. Vous avez emmerdé et puni les Français. Et aujourd'hui, vous allez le payer très cher parce que la colère est grande. Les gens sont disciplinés mais exaspérés. Je vous promets, la France, c'est une poudrière. Vous allez mal tomber. Les gilets jaunes, c'était de la rigolade. Hein. Ce qui vous attend, ça va être pire. Bon. Je vous le dis. Et monsieur Vignal, je suis très déçu parce que vous savez, on a déjà discuté, vous m'aviez même appelé personnellement. Vous ne pouvez pas être dans cette communication mensongère en permanence. La France est déclassée aujourd'hui. On est un pays déclassé. La France n'est plus la France. Voilà le constat. Alors, allez-y, répondez.
Il me semble que je vais au téléphone juste après une émission de Sud Radio. Vous êtes chef d'entreprise. Tout à fait. Moi, je suis agriculteur. Oui, tout à fait. Voilà, je me rappelle bien de vous, cher monsieur. Mais vous savez, c'est bien ce que vous me dites là. Et vous ne me proposez rien. Vous êtes en train de me dire qu'on est des nuls, des mauvais. Mais moi, j'ai envie de construire avec vous. J'ai envie de construire, on le sait, nous, ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez jamais ce qu'on en a proposé. Jamais. Monsieur, je ne suis pas votre député. Vous êtes d'accord? Je suis député de Nous, on a 3 chèvres. On a 3 chèvres de la Macronie. 3 chèvres de la Macronie. Mais cher monsieur, c'est pas comme ça que ça marchera. Bon. Je peux vous dire. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vous inviterai chez moi à rencontrer nos agriculteurs. Vous verrez, moi je suis tous les jours avec eux. J'étais encore hier. Mais ça c'est des mots, monsieur. C'est des mots. Mais vous l'entendez, Patrick Vignal, cette colère? Vous l'entendez, cette colère, Patrick Vignal, et pas seulement sur ce que vient d'évoquer Paul, qui est agriculteur, c'est également sur la vaccination. Il y a quand même... Valérie, moi, la colère, je l'entends. Rappelez-vous, pendant les Gilets jaunes, à Paris, on m'appelle le député des Gilets jaunes. J'ai reçu plus de 2000 personnes. Cette France, elle est fracturée. J'ai pas de souci avec ça. La place des agriculteurs, la place des enseignants, les services publics, les gens des territoires oubliés. Mais j'ai pas non plus une baguette magique. Ce qu'a dit Paul, ça fait 30 ans qu'il y a de la lâcheté. Oui, mais s'il croit que Macron a une baguette magique comme ça, c'est pas comme ça que ça changera. Mais alors, pour reprendre sa question, c'est comment vous, et c'est la question que m'a posée cette personne qui m'a envoyé le message hier sur cette femme de 90 ans qui a reçu une convocation pour le mois de mai, c'est qu'est-ce qu'ils vous disent, les députés La République En Marche? Comment ils assument cet échec-là? C'était de la vaccination, mais là, vous avez entendu Paul, c'est-à-dire comment vous, députés de La République En Marche, vous êtes encore là et vous continuez en sachant que vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous faites au gouvernement? Non, mais attendez, Valérie, lundi soir, j'ai fait une réunion avec le préfet de l'Hérault et les élus de l'UNEL. On a un indice qui est passé de 200 à 400. On a rencontré les parlementaires. On a rencontré l'hôpital privé et les médecins. On est dans un tunnel. Tous les jours, on a une nouveauté. Moi, j'ai pas honte de le dire. On n'a pas les bonnes solutions. On essaie de trouver les moins mauvaises solutions. Je voudrais rappeler, effectivement, que le vaccin, il y a un an, on aura du temps. On a vacciné 3 millions de personnes. Eh bien oui, on n'invente pas les vaccins. Et quand je vois les élus locaux... Attendez, on ne les invente pas. Il y a beaucoup de vaccins disponibles. On a donné ce chiffre hier. Il n'y a que 24% des AstraZeneca qui ont pu être donnés. Donc il y a quand même beaucoup de questions sur l'organisation. Vous dites on les invente pas. Valérie, j'ai pas de problème. Mais Valérie, bien sûr qu'il y a des questions sur l'organisation. Il faut vacciner quasiment la moitié des Français. Ce vaccin, le Pfizer, il fallait qu'il soit à 80 degrés. Le Moderna arrive, l'AstraZeneca. On connaît tous les trucs. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 24% des vaccins? Parce que c'est la France, c'est la lourdeur. Non, c'est la bureaucratie. C'est la bureaucratie. Alors attendez, on va faire tourner à Paris. Je suis d'accord de tout ça. On va faire tourner un peu la parole. Aurélien Véron. Non, parce qu'on a eu la même question avec les masques. Les masques n'étaient pas en France. Tous les pays autour de nous avaient des masques. Après, les tests. Nous attendions des tests. Il a fallu des décrets pour que les labos, puis les vétérinaires aient le droit de pratiquer des tests qui étaient d'une simplicité effarante. Aujourd'hui, c'est les vaccins. On a un problème de logistique parce que ce n'est pas le rôle de l'État de faire de la logistique. Alors, je vais faire dans la caricature. Donner à Amazon les vaccins et en un mois, la France est vaccinée. Bon, personne ne veut donner à Amazon les vaccins, évidemment. Mais aux États-Unis, qui n'est pas le meilleur exemple, mais qui est comme un exemple à comparer, Walmart peut vacciner. C'est-à-dire que des institutions qui ont des pharmaciens, parce que Walmart a des pharmaciens attitrés, les institutions qui font de la logistique gèrent ces problèmes-là. En France, c'est la planification par des fonctionnaires qui n'ont jamais bossé dans la logistique. À un moment, il faut séparer les missions. L'État encadre, arbitre, ne fait pas. Pourtant, on a payé des cabinets américains spécialistes en logistique. Xavier, notre auditeur d'hier, me dit il y a des vaccins, mais on ne peut pas être vacciné. Ce sont les ARS qui bloquent tout et les hautes administrations. Il a continué pour son vaccin. Donc, il y a des vaccins en Occitanie. Et Doctolib n'a toujours pas mis à jour la plateforme. Donc, il ne peut pas prendre rendez-vous. Il a téléphoné à l'ARS Occitanie. On lui a dit qu'on allait faire remonter l'information. Donc Xavier, merci de nous tenir au courant tous les jours, de savoir si Doctolib se remet à jour pour prendre les rendez-vous pour le AstraZeneca. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas ce bordel. Il n'y a pas d'autres mots là-dessus, Frédéric Dabier. Vous savez, Valérie, qu'il y a un tourisme médical maintenant. Il y a un tourisme médical. On prend ses vacances pour se faire vacciner dans les contrées où
la vaccination est simple. Non, mais c'est vrai qu'on le voit dans nos enquêtes, notamment qualitatives, où, comme le disait M. Véron, il y a un récit que font beaucoup de Français. On a connu un juin 40 sanitaire au moment des masques, puis des tests, et maintenant c'est la vaccination. Et la grille de l'incompétence, n'en déplaise à M. Paul, votre auditeur, qui était très peu associé au quinquennat d'Emmanuel Macron, parce qu'il y avait une certaine expertise, il y avait des réformes qui étaient faites avant la crise de la Covid, de plus en plus s'installe comme grille de lecture. Et là, à 14 mois d'une élection présidentielle, l'incompétence, c'est pas très bon pour un pouvoir sortant. Et on a vu, il y a maintenant quelques semaines, à quel point il y avait un mécontentement chez les personnes âgées qui, depuis le début, veulent être vaccinées, qui ont le plus de freins, parce qu'elles sont les premières concernées à être éligibles à la vaccination. Et dans notre baromètre fiducial pour Sud Radio, qui a été lâché hier soir, Valérie, on a 69% des Français qui ont parlé de la campagne de vaccination contre le Covid. Ça monte à 82% chez les personnes âgées. On en a 1 sur 2 qui a parlé de la question des prises de rendez-vous, des questions concrètes. Il y a 75% des personnes âgées. Il y a un risque politique de césure, voire de fracture entre le pouvoir actuel et les personnes âgées qui sont un moteur électoral, parce que ce sont eux qui votent. Une auditrice, Nathalie, me dit, rappelez-vous, pour les vaccins, vous aurez 4 jours pour changer d'avis sur votre vaccination. Il y a eu un certain nombre quand même de tâtonnements. Dans le pays de Pasteur, c'est quand même un peu dommageable. Oui, alors Kevin Bossuet. On incrimine beaucoup la France, mais l'Union européenne est aussi responsable, en effet, de ce bordel monumental, parce qu'on a voulu négocier ensemble, on a perdu beaucoup de temps dans les négociations, et puis finalement, on n'a pas été à la hauteur des enjeux. Moi, quand je vois les Slovaques, les Tchèques ou les Hongrois commencer à acheter des vaccins russes et des vaccins chinois, je me dis qu'il y a un risque quand même que l'Union européenne implose. Et puis après cela, il y a aussi le problème de la France, parce qu'on a eu les mêmes doses en fonction des pays, réparties en fonction du nombre de la population, et là c'est un échec total. Emmanuel Macron a raté complètement le début de la vaccination en pointant du doigt les anti-vaccins, tout simplement, alors que ce n'étaient pas les anti-vaccins qui étaient en cause, c'est tout simplement le gouvernement qui n'était pas prêt. Alors que l'Allemagne et les États-Unis étaient prêts depuis le mois de novembre, les Français n'étaient absolument pas prêts. Et puis quel bordel, franchement, entre les ARS, les élus locaux qui ont ouvert les centres, qui demandent des vaccins, qui n'arrivent pas, les gens qui sont en Bretagne, qui s'inscrivent à la Courneuve ou qui s'inscrivent dans la région parisienne, les gens qui s'inscrivent 3 ou 4 fois. En fait, on n'y comprend plus rien. C'est un échec total. Et le pire, c'est qu'on est en train de nous parler d'un passeport sanitaire alors qu'on est incapable de vacciner l'ensemble de la population et l'ensemble des personnes à risque. Donc, si vous voulez dégoûter les gens de la politique, il suffit de faire ce qu'on a fait en Europe et en France. Oui, et il n'y a pas assez de bras pour vacciner. Il y a beaucoup de médecins, je le disais tout à l'heure, il y avait 30 000 médecins en gros qui s'étaient portés volontaires pour commander le AstraZeneca. À l'arrivée, il n'y en a que 19 000. Comment expliquer cette déperdition ? Je vais être très sincère. Moi, je n'en sais absolument rien. Et c'est un signe, à mon avis, non pas de déclassement, comme le disait Paul, mais d'un malaise français, que ce soit nos hussards à blouse blanche de notre République qui ne portent pas la bonne parole sur le vaccin. Comme c'était dit tout à l'heure, contrairement à ce qui a été dit, il y a eu vraiment un contresens sur les sondages qui ont été faits au mois de décembre sur la vaccination. Les Français n'étaient pas contre. On a en gros 10-15% d'anti-vaccins. Ce n'est pas rien, mais c'est très minoritaire. Les Français étaient attentistes. Maintenant, ils veulent être vaccinés parce que très clairement, ils ont compris que la vaccination, c'est le moyen de retrouver les jours heureux, de retrouver notre vie quotidienne normale et dans un contexte où tout le monde n'en peut plus, comme vous le savez. Oui, et moi, je voulais dire un mot quand même sur tous ces soignants qui refusent de se faire vacciner, qui sont dans des théories du complot, alors que leur but, leur fonction, c'est de soigner. Comment on peut être soignant, vouloir que l'on passe au-delà de cette crise sanitaire, tout en refusant d'être soigné et en alimentant évidemment toutes les théories du complot, parce que le Français, quand il voit des médecins dire que la vaccination c'est compliqué, que le vaccin ça peut poser des problèmes, forcément ils n'ont plus envie de se faire vacciner, ils portent une lourde responsabilité. Si ces gens ne sont pas en accord avec les valeurs qui font leur profession, qu'ils démissionnent. Moi j'en ai marre d'entendre des gens qui sont médecins et qui disent je ne veux pas me faire vacciner parce qu'il y a des risques, parce que la vérité c'est qu'il n'y a pratiquement aucun risque lié à la vaccination aujourd'hui, donc il faut se faire vacciner. On ne peut pas dire gueuler sur le fait qu'on risque de nous reconfiner et de l'autre critiquer le vaccin. La seule solution de sortir de cette crise, c'est la vaccination. Donc tous ceux qui nous racontent n'importe quoi là-dessus, qu'ils se taisent, parce que c'est l'avenir de notre pays qui est aujourd'hui en jeu. Xavier me dit les médecins ne veulent pas vacciner car c'est très compliqué à mettre en place. C'est aux médecins d'aller chercher les doses à la pharmacie. Les ARS pourraient trouver un porteur de vaccin. On a quand même un réseau de pharmacies. Je suis fils et frère de pharmaciens. Excusez-moi, le réseau de pharmacies français, je pense sous le contrôle de M. Vignal et de M. Véron, c'est quand même un
réseau extrêmement dense. Ouais. Oui, alors Patrick Vignal. Vous savez, on touche du doigt la complexité des Français. Moi, j'ai fait une tribune, rappelez-vous, chez vous, son nom, la charge contre le virus. On a mis du temps. 40% des Français étaient prêts à se faire vacciner, 30% étaient indécis, et 20%, comme a dit Frédéric, ceux-là, c'est pas la peine, ils veulent pas. Mais moi aussi, je voudrais alerter le monde médical. Un médecin, un diagnostic. Je suis français, je me pose la question si je veux me faire vacciner, ce que disait Kevin. Enfin, quand même, il y a beaucoup de médecins en France, une grande majorité est prête à jouer le jeu, mais il y a une petite partie, que ce soit des enseignants, des policiers, des pompiers, des politiques, qui en fait veulent le chaos. On est dans une situation difficile. Tous les jours, on a un tunnel. Je vous rappelle quand même que l'Allemagne a confiné, certains pays confinent. On a fait le job d'une manière économique. On va pas assez vite sur les vaccins. Rappelez-vous, le président de la République, en janvier, a tapé sur la table en disant « je veux qu'on accélère ». Et ce que disait Aurélien, il a raison. Le ministère de la Santé ne sait pas faire de la logistique. C'est pour ça que chez moi, à Montpellier, je demandais que ce soit le SDIS, les pompiers qui sont habitués à gérer la crise. Et c'est cela qu'il faut qu'on fasse. Et qu'il faudrait qu'on ait un peu un discours positif. Sinon, on va tous finir à prendre une corde quand même. Parce que, mince, on est un grand pays. On va y arriver quand même à s'en sortir. Je ne sais pas si c'est avril, mai, juin, mais il faudrait donner de l'espoir à nos étudiants. Oui, objectif, oui, de 6 millions. En plus. Aurélien Véron. Oui. Alors, Patrick Dabi, je voulais juste dire, on accable Emmanuel Macron, et je ne suis pas un défenseur d'Emmanuel Macron, on l'accable un peu vite. Certes, il n'a pas réformé cet État profond qui continue à avoir des réflexes de vouloir s'accaparer des missions qui ne sont pas de son ressort. On le voit avec la santé. J'ai entendu quand même 2 fois Emmanuel Macron dénoncer l'administration de la santé en disant « je m'en souviendrai le temps venu ». Donc aujourd'hui, je crois que lui, comme d'autres, comme ses prédécesseurs, il se retrouve dans des situations de crise piégées par une administration qui malheureusement empiète sur un domaine qui ne devrait pas être du sien. Absolument. Et c'est pas Macron qui est la cause de ça, ça remonte à bien avant lui. Oui, non, mais c'est sûr. Kevin Bossuet. Alors, moi, je suis d'accord avec ça. Simplement, la technostructure a la place que l'on lui donne. Emmanuel Macron est président de la République. C'est à lui aussi de taper sur du poing sur la table. Quand vous avez un haut fonctionnaire comme Jérôme Salomon qui nous raconte qu'il a oublié de commander les masques et finalement qui n'est absolument pas puni, moi, ça me pose un problème. Et moi, ce que j'adore chez Patrick Vignal, c'est qu'il est finalement très bon dans l'opposition. Le problème, c'est que son parti est au pouvoir. Donc, vous nous racontez qu'il faut faire ci, il faut faire ça, mais vous êtes au pouvoir, alors agissez au lieu de décevoir les Français et de laminer notre avenir économique et l'avenir de toute une partie de notre jeunesse. Oui, absolument. Oui. Cher monsieur, présentez-vous, parce que quand je vous écoute, vous êtes toujours en train de faire de la revendication, je veux bien, mais ne me dites pas qu'on est complètement KO. On a fait les soins dentaires, on a augmenté la lutte handicapée, on a fait la taxe d'habitation, on avait relancé l'économie avant la Covid. Alors je veux bien qu'on tape dessus à un moment donné, mais ça ne sert pas à grand-chose. Construisons des choses intelligemment. Ah non, mais moi je ne suis pas un anti-macronisme primaire. Quand Macron fait des choses bien, je le dis. D'ailleurs, je soutiens beaucoup Jean-Michel Blanquer, qui est un bon ministre, et je le redis. Alors, vous dire, c'est un très bon ministre. On est d'accord. Allez, le mot de la fin, ce sera pour une auditrice qui nous dit, en tout cas, la France a réussi quelque chose, c'est de ne pas avoir de variant français. Voilà, on se quittera sur ce... Voilà, on a réussi quelque chose. Merci. On aura le variant Marine Le Pen. Voilà, pardon ? On aura le variant Marine Le Pen, ça me gênerait. La République en marche dans toute sa laideur. Ouais. Franchement, c'est pas terrible, Patrick Vignal, non? Si. Non. Si, parce si on n'est pas assez bon, eh bien on aura le Front National au pouvoir. De votre faute. Bah, de votre faute, oui. De votre faute. J'ai pas de souci. Ouais. Bon, merci à tous les 4. À suivre André Berkoff. Nous on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio.